matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Pierre Le Goff, philosophe, sociologue. Son dernier essai, La société malade, chez Stock. Bienvenue à vous et bonjour Jean-Pierre Le Goff. Bonjour. Votre livre qui vient de paraître, La société malade, est une photographie édifiante, saisissante de la France sous Covid. Alors, vous y allez, Jean-Pierre Le Goff, vous dénoncez, vous décrivez un sentiment d'irréalité entretenu par une bulle informationnelle et communicationnelle, une sorte de magma qui a brouillé nos repères aujourd'hui. Ah oui, je pense que ça, on ne sait plus trop où on est, si vous voulez, quand. Alors ça c'est un problème de l'information. Beaucoup d'informations, à la limite, tue l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des éléments de la réalité qui passent, mais quand vous avez tous les jours les mêmes informations, vous avez le sentiment d'une répétition mortifère. Surtout qu'on ne connaît pas grand-chose, on discute beaucoup sur des débats alors qu'on ne sait vraiment pas exactement comment ça peut évoluer, et on discute beaucoup sur quoi. Et donc il y a à la fois du tragique, une angoisse qui est très diffuse. Elle est diffuse parce que ceux qui ne sont pas concernés disent mais il se passe pas grand-chose, y compris dans les services d'urgence. C'est une France qui est restée, si vous voulez, divisée et morcelée pendant la pandémie et le confinement. On n'a pas vécu les choses de la même façon selon que vous êtes concerné ou pas. Mais en même temps, vous avez cette bulle communicationnelle qui tourne 24 heures sur 24. Et par exemple, si je prends qu'un seul exemple, les querelles scientifiques, si vous arrivez à vous repérer, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, c'est un monde extrêmement chaotique. Et donc je pense que ça nous pose un problème, de société, dans la mesure où l'événement, y compris le tragique de l'histoire, nous arrive à travers ce filtre, si vous voulez. C'est une pandémie, je l'ai dit, anxiogène et bavarde. D'autant qu'on a, Jean-Pierre Le Goff, mis à l'écart, en tous les cas, éloigné le réel, la maladie, la mort, le tragique de nos sociétés modernes. Oui, et je pense que ça renvoie à une situation, la façon dont on pourrait dire vous abordez l'épreuve du réel. Si vous travaillez en usine, je vais pas parler de travailler dans les abattoirs, mais enfin c'est quand même une vision, si vous voulez, du réel qui est très différente, par exemple, de ceux qui travaillent comme intermittents du spectacle. C'est pas du tout un jugement moral que je porte, mais je pense que le rapport à la condition humaine n'est pas la même, si vous voulez. Et on est dans des sociétés qui avaient mis un peu le tragique un peu hors champ, vous voyez, la mort hors champ. On n'en discute pas, on a perdu un certain nombre de rituels. Alors on a vu comment, par exemple, dans les attentats islamiques, on essaie de réintroduire de nouveaux rituels de deuil. Mais en même temps, on voit que c'est pas tout à fait ça, quoi. Et donc, on est un peu désarmé. C'est-à-dire que je pense que, face à cette pandémie, la société était désarmée, pas simplement matériellement, avec un manque de moyens, non, ça va beaucoup plus loin, culturellement. Et justement, vous mettez le doigt, en tout cas, vous évoquez ce qu'il y a de plus sensible en nous, ce rapport à la mort, au deuil. Et il faut le dire, Jean-Pierre Le Goff, vous êtes allé voir les faits. Par exemple, vous avez travaillé sur le règlement interne du Conseil scientifique. Vous l'avez lu, il y a quelque chose qui vous a frappé. Ah oui, c'est que je pense que quand vous regardez dans le détail, on ne peut pas se contenter des grandes déclarations. Il faut aller voir, si vous voulez. Il s'occupe de choses étonnantes. La façon dont on met les cadavres sur un sac plastique. Enfin bon, des choses, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir? Et ils vous disent, voilà, il y a des nouveaux rituels de deuil inventés. Mais vous dites, mais de quoi ils se mêlent? C'est-à-dire que les membres du Conseil scientifique ont écrit noir sur blanc comment on j'ai essayé de prendre les faits, c'est-à-dire les déclarations. Là, j'ai été étonné, si vous voulez. Alors, ils ont le droit de le dire, mais enfin, quand ils vous disent que ce rituel par vidéo va aider les familles à faire leur deuil, il faudrait quand même qu'ils aillent voir les familles endeuillées. C'est pas possible. Vous dites, tiens, ça déborde, quoi. C'est pas simplement sur la pandémie à la dimension strictement médicale ou scientifique. C'est qu'il y a des avis qui sont donnés, qui vont bien au-delà, qui engagent une conception de la condition humaine. Or, faut savoir que dans le comité scientifique, il n'y avait pas de philosophe, par exemple. Il n'y avait pas de représentants des courants même religieux. Il y avait des scientifiques, il y avait un sociologue, il y avait un anthropologue, très bien. Oui, mais quelle légitimité alors pour toucher justement à ce qu'il y a de plus sensible dans nos sociétés? Oui, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, on fait toujours appel à des experts. Il y a toujours l'idée, parce que les gens... Il y a beaucoup de difficultés à essayer de prendre un recul réflexif. Et les politiques, au moins dans un premier moment, parce que la politique a évolué depuis, et je m'en félicite, par rapport au conseil scientifique, il y a l'idée, et c'était normal, d'essayer d'avoir un avis, parce que c'était quand même quelque chose de totalement inconnu. Bon, maintenant, cet avis, une fois donné, c'est aux politiques de faire ses choix, et ces choix, la dimension qui est donnée par les scientifiques est un élément, mais ne peut pas être absolument le tout. Or, au début
début, je dis bien au début de la pandémie, là aussi, quand vous alignez les dates, quand vous essayez de démêler ce paquet de nœuds qui existait, vous apercevez que les décisions, au tout début, étaient quand même assez alignées, parce qu'on ne savait pas comment faire sur ce conseil scientifique. Et le pouvoir politique s'en est un peu émancipé, d'une certaine façon. Et ça, je m'en réjouis, encore une fois. Ce dont on ne peut pas se réjouir, c'est ce que vous décrivez, vous dénoncez, Jean-Pierre Le Goff, et cela depuis des années dans nos hôpitaux, une sorte de management totalement déshumanisant qui a conduit à la situation que nous connaissons. Vous décrivez en fait un système de soins que nous connaissons, la tarification à l'activité, des procédures ubuesques, un argent fou dépensé, mais au final, pour quel résultat ? C'est ça le paradoxe d'une société, parce que ça, vous le retrouvez dans d'autres domaines, ce type de management d'hôpital. C'est un peu caricatural, parce qu'il y a une logique de calcul, si vous voulez, j'allais presque dire de la rentabilité. Bon, heureusement, on a enfin entendu le président de la République qui a dit que c'est quand même pas un bien marchand, la question de la santé. Mais vous apercevez que cette logomachie... Il faut qu'on passe des paroles aux actes, ensuite. Oui. Il faut qu'on passe des paroles aux actes. C'est exactement ce que je dis, mais cette logomachie managériale, ce qui est absolument surprenant, si vous voulez, c'est quand vous êtes dans les activités de soins, qu'est-ce qui fait ce qu'on appelle, les managers appellent la motivation, un truc très psychologisant à l'américaine, les 3 points pour être motivé, les 4 objectifs et compagnie. Bon, qu'est-ce qui fait le sens du travail ? Le sens du travail, c'est le relationnel dans l'hôpital. C'est ce qui fait que il y a des gens qui aiment bien travailler parce qu'ils ont un contact. Et je ne parlerai pas de vocation, mais ça existait, ça aussi. Or, vous apercevez que cette dimension relationnelle, elle est complètement recouverte par une logomachie technicienne, bureaucratique, et quand même ce mélange très bizarre entre la bureaucratie et le management moderniste. On fait les outils de la performance, et en même temps, on est sur un système de petits chefs aussi, vous voyez, de hiérarchie. Oui. Et ce petits chefs qu'on imagine ou que vous décrivez avec le même langage, le même costume, bref, le même profil et la même mentalité. Oui, c'est ça. Et je pense que là, on est aussi dans une bulle. C'est-à-dire, ce qui me frappe beaucoup dans ces sociétés modernes, c'est cette façon de recouvrir, si vous voulez, des défis d'un langage et souvent avec une forme d'impuissance quant à l'action. Voilà. C'est-à-dire qu'on communique beaucoup, on n'arrête pas de communiquer, mais le problème, c'est les actes. C'est le fait d'affronter le réel et de trancher et d'assumer une position sans pour autant, à chaque fois, aller chercher des entreprises de conseil, d'audit qui viennent légitimer une position que vous avez déjà prise. Vous voyez ? On voit très bien. Vous parlez de position, Jean-Pierre Le Goff. Avec cette pandémie, chacun a vu midi à sa porte. Et notamment, par exemple, les écologistes les plus radicaux, vous les décrivez, et qui se pensent confortés dans leur prophétie d'un malheur annoncé. Lequel ? Quand vous regardez ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler des écologistes en général. C'est ce que j'appelle l'écologiste fondamentaliste, si vous voulez. Mais enfin, l'idée a été très claire. On vous l'avait bien dit. Alors, le nombre de prophètes qui vous l'a dit, n'importe comment le malheur est annoncé, il finit toujours par arriver. Donc, on peut toujours dire qu'on vous l'a bien dit après. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que, en gros, je pense qu'au-delà même des écologistes militants ou pas, il y a eu un espèce de creuset. C'est une hypothèse que je fais dans mon livre, une espèce de creuset imaginaire au sens des images, si vous voulez, qui nous imprègne depuis des années sur la catastrophe annoncée. C'est-à-dire, on voit des films qui sont véritablement catastrophiques. On baigne dans l'idée d'une catastrophe qui va arriver. Alors, ça va jusqu'au point, les plus fondamentalistes vont parler d'un péché, n'est-ce pas ? Nous payons nos fautes. On connaît Pétain à l'époque, Pétain, c'était l'esprit de jouissance. Maintenant, on paie nos fautes. Pourquoi ? Parce que on a heurté on a exploité la nature, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien, attention, entre des dimensions écologiques et plus précisément vous dénoncez des idées de rupture radicale dans lesquelles nous sommes en train de baigner. Voilà. On est dans cette logique de rupture radicale avec l'idée que comme vous avez un temps arrêté pendant le confinement, tout est arrêté, l'économie est arrêtée. Dans ce moment arrêté, arrivent toutes les utopies de radicalité. Il n'y a qu'à Faucon. Et mon Dieu, si on inventait un monde. Et puis bon, malgré tout, il va revenir le monde normal. Vous dites non, ne parlons pas de ce monde d'avant et d'après, mais la vraie question fondamentale de votre livre, Jean-Pierre Le Goff, est de savoir dans quel pays voulons-nous vivre. Et au-delà de l'aspect politique, économique, social, vous insistez sur notre héritage culturel français. Oui. Pourquoi ? Parce que ça me semble... Je pense que les sociétés européennes, il y a un point aveugle dans les sociétés européennes,
c'est le rapport qu'ils ont avec leur propre héritage comme acquis. Pas simplement comme héritage pénitentiel où on s'accuse de tout. Enfin, on est dans un climat d'une société qui est très marquée par la victimologie, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des victimes, hein, mais c'est une mentalité de victime, si vous voulez. Alors qu'on a des ressources, on a envie un peu d'une dynamique, si vous voulez. C'est pas... Si la politique consiste à aller voir... Imaginez une société où la politique consisterait à aller voir les jeunes victimes, les vieux victimes, les femmes victimes, les LGTB, et à chaque fois on dit c'est le bureau des pleurs et des lamentations, si vous voulez. Vous voyez, ce bureau des pleurs, la politique, et on vous comprend et on écoute votre souffrance. Et on met des numéros verts. Voilà, on met des. Alors il y en a partout avec des cellules psychologiques. Voilà, alors on souffre, on écoute vos souffrances. Et Jean-Pierre Le Goff, vous êtes l'auteur de livres de référence, dont La fin du village, qui retrace justement les bouleversements de nos territoires et dans notre imaginaire collectif. Pour vous, derrière la pandémie, c'est important, je voudrais qu'on conclue sur ce point. Il y a une certaine idée de la France qui se joue aussi. Oui, il y a une certaine idée de nos ressources internes. Je pense que c'est la question du patriotisme au sens noble du terme. C'est-à-dire, bien sûr, on a commis des choses, mais aucune civilisation, aucun pays ne dispose d'un blanc-seing. Faut le savoir. Pourquoi passe-t-on son temps, si vous voulez, à se frapper la poitrine? Alors je dis pas qu'il ne faut pas, j'allais dire raisonnablement aborder les choses, parce que l'histoire est ambivalente, c'est peut-être ça. On a du mal à l'admettre, on a du mal qu'il y a du tragique, que l'histoire est ambivalente, qu'il y a de l'aléa dans l'histoire. Et il y a une forme de purisme, si vous voulez, il faudrait qu'on soit pur. Et à ce moment-là, comme on n'est pas pur, c'est toujours les autres. On projette sur les autres des vertus qu'on n'a pas. Quel programme, quel défi. La Société malade, Jean-Pierre Le Goff aux éditions Stock. Merci de nous avoir accordé ce premier entretien radio. Beaucoup de réflexions, j'espère, ce matin pour nos auditeurs. À bientôt. Merci.